Thomas Brennan n'avait pas mangé depuis 3 jours, et son dernier cheval était mourant. La sécheresse avait tout détruit, son bétail, ses cultures, sa volonté de continuer à se battre. Il était assis sur le porche de sa maison de ranch en ruine, observant l'animal lutter dans l'enclos, ses côtes visibles sous sa peau abîmée. Ce cheval avait été son seul compagnon pendant 7 ans, le dernier vestige de la vie qu'il avait construite avant que tout ne s'effondre dans la poussière et le désespoir. Il était si absorbé par sa propre misère qu'il n'avait presque pas remarqué les 2 jeunes femmes apaches qui approchaient du désert. Elles surgissaient de la chaleur étouffante comme des mirages, les yeux emplis de peur et de désespoir. La plus âgée, peut-être âgée d'une 20aine d'années, soutenait sa sœur cadette, qui n'avait pas plus de 14 ans. La jeune fille avait de la fièvre, sa peau brûlait et sa respiration était laborieuse à cause de l'infection. Elles étaient seules, perdues au milieu de nulle part, et semblaient proches de la mort. Thomas savait ce qu'il aurait dû faire, fermer sa porte et laisser la nature suivre son cours. Les Apaches avaient souvent été en conflit avec les colonies de la région. On les craignait et on les redoutait partout. Mais en regardant ces 2 jeunes femmes, Thomas ne voyait pas des ennemis. Il voyait du désespoir. Il se voyait lui-même dans leurs yeux effrayés. Contre tous ces instincts forgés par la vie rude de la frontière, Thomas les fit entrer. Il leur donna de l'eau et le peu de nourriture qu'il avait, une boîte de haricots et un peu de réconfort. Il prépara un lit avec des couvertures dans la pièce principale et passa la nuit à faire baisser la fièvre de la plus jeune. Il n'avait pas de médicaments, mais il avait des vêtements frais et de la détermination. Il la lava, murmura des paroles d'encouragement et pria un Dieu qu'il avait abandonné après la mort de sa femme 2 ans plus tôt. Le lendemain matin, la fièvre avait baissé. La cadette, qui s'appelait Vent Chantant, survivrait. La plus âgée, appelée Fanfuyant, le regardait avec une expression qu'il ne savait pas interpréter. Gratitude mêlée de prudence, espoir mêlé de peur. Elle ne parlait pas bien sa langue, et il ne parlait pas la leur, mais quelque chose de plus profond que les mots passa entre eux. Une compréhension que parfois la gentillesse transcende toutes les autres considérations. Pendant 3 jours, Thomas prit soin d'elle. Il leur donna ce qu'il avait. Il nettoya la blessure infectée de Fanfuyant, causée par une épine de cactus profondément enfoncée dans sa jambe. Il enseigna quelques mots d'anglais à Vent Chantant pendant qu'elle retrouvait lentement ses forces. Il fuyait quelque chose, Thomas le comprenait. Fanfuyant parla à voix basse de son père, de guerrier et de colère, et mentionna une promesse qu'elle avait rompue. Le 4e matin, Thomas réalisa que Fanfuyant et Vent Chantant devaient partir. Elle le mettait en danger. Leur père les chercherait, et s'il découvrait qu'un colon blanc les avait aidés, cela pourrait provoquer des conflits. Thomas savait cela au fond de lui. Il savait aussi ce qu'il devait faire. Il sortit son dernier cheval, l'animal mourant qu'il avait observé souffrir. Mais un miracle s'était produit pendant ces 4 jours. Le cheval avait mangé la nourriture que Thomas lui donnait. Il semblait ressentir la présence des filles et trouver un but dans leurs besoins. Ses yeux brillaient davantage, et la douleur désespérée semblait s'atténuer. Thomas scellait le cheval et le montra à Fanfuyant. Il lui fit signe de le prendre. Elle secoua la tête violemment, comprenant son geste. Ce cheval représentait son dernier espoir, sa dernière chance. Mais Thomas vit quelque chose dans son visage. Pas seulement la peur, mais un poids terrible qu'elle portait. Il avait compris en 4 jours que fuir son père signifiait qu'elle avait rompu une règle tacite, une promesse sacrée. Peu importaient les détails. L'essentiel était qu'elles étaient vivantes et qu'elles avaient besoin d'une chance de s'échapper. Thomas posa les rênes dans ses mains. Le cheval, lent et épuisé, attendait qu'elles prennent leur destin en main. Mais il était vivant. C'était l'espoir. Les yeux de Running Fawn se remplirent de larmes et elle serra sa main avec une force surprenante. Elle prononça des mots en apache qu'il ne comprenait pas, mais le sens était clair. Elle disait au revoir. Elle disait merci. Elle disait quelque chose qui ressemblait à une bénédiction. Il les regarda s'éloigner à cheval dans le désert. La sœur aînée soutenant la plus jeune alors qu'elle se dirigeait vers les montagnes lointaines. Thomas resta là longtemps après leur disparition, se sentant plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Malgré le fait qu'il venait de donner son dernier véritable bien, il avait fait un choix qui défiait la logique et l'instinct de survie. Il avait choisi la bonté, et cela semblait suffire. Il se trompait sur une chose. Le danger n'était pas passé. Il venait à peine de commencer. À l'aube du lendemain matin, de
poussière s'éleva à l'horizon comme un nuage de tempête. Thomas compta les cavaliers qui approchaient, 200 guerriers apaches à cheval, galopant rapidement vers son ranch. Son cœur s'arrêta. C'était le moment. C'était là que son acte de compassion pourrait lui coûter la vie. Il sortit sur son porche, désarmé, et attendit ce qui devait arriver. Mais les guerriers n'attaquèrent pas. Ils s'arrêtèrent en demi-cercle autour de sa propriété, et un homme âgé s'avança, un guerrier aux cheveux grisonnants et au visage imposant, commandant un respect absolu. C'était un homme habitué au pouvoir, habitué à être obéi. C'était le père de Running Fawn. Il descendit de cheval et marcha directement vers Thomas, la main sur son couteau. Thomas ne bougea pas. Il ne fuirait pas. Quoi qu'il arrive maintenant, il l'avait mérité en choisissant la compassion. Le père s'arrêta juste devant lui, étudiant son visage comme si le temps s'était figé. Puis, lentement, il commença à parler en anglais avec un fort accent. Il dit s'appeler Thunder Bear et que ses filles étaient venues le voir la nuit, chevauchant un cheval mourant qui semblait porter quelque chose de sacré. Elles lui racontèrent tout. Comment un homme qu'elle n'avait jamais rencontré avait pris soin du cheval pour le remettre sur pied. Comment il leur avait donné de la nourriture provenant de ses propres réserves presque vides. Comment il leur avait offert son dernier cheval, leur unique espoir de survie. Thunder Bear expliqua que Running Fawn avait enfin une promesse sacrée en refusant d'épouser le guerrier choisi par sa famille. Elle s'était enfuie parce qu'elle aimait un homme d'une autre tribu, un choix qui apportait la honte. Il avait envoyé des guerriers pour la ramener et lui rappeler son devoir. Mais lorsqu'elle revint sur ce cheval mourant et raconta ce que ce rancher avait fait, quelque chose changea dans sa compréhension de l'honneur. Thunder Bear posa sa main sur l'épaule de Thomas. Il dit qu'un homme qui donne son dernier bien à des étrangers, qui choisit la compassion plutôt que la survie, est digne de respect. Il ajouta que les Apaches n'oublient ni les dettes, ni la bonté. Thomas Brennan avait sauvé la vie de ses filles, et pour cela sa vie serait sacrée pour tout le peuple Apache. Mais Thunder Bear n'avait pas fini. Il fit signe à ses guerriers, et ils commencèrent à agir. Ils apportèrent des provisions, de la nourriture, de l'eau, du matériel. Ils apportèrent du bétail. Ils apportèrent tout ce que la sécheresse avait détruit et même plus. Ils construisirent un abri et entretenaient ces terres. En une seule journée, ils restaurèrent ce que 7 années de lutte avaient détruit. Lorsque tout fut terminé, Thunder Bear revint vers Thomas, qui était submergé et sans voix. Le chef lui dit que Running Fawn resterait avec lui si Thomas l'acceptait. Elle avait choisi son chemin, et il avait enfin compris que le bonheur de sa fille importait plus que la tradition. Il expliqua que le cheval mourant l'avait ramené chez lui, mais surtout qu'il l'avait conduite vers quelqu'un qui la considérait digne de sacrifice. Thomas et Running Fawn construisirent une vie ensemble, devenue légendaire dans tout le territoire. Ils eurent des enfants appartenant à 2 mondes, et leur ranch devint un lieu où Apaches et colons apprenaient à se comprendre. Thomas n'oublia jamais le moment où il avait choisi d'aider 2 jeunes femmes effrayées. Jamais il n'oublia comment un acte de bonté peut se propager de façon inattendue. Des années plus tard, quand on lui demandait ce qui avait changé sa vie, Thomas disait que ce n'étaient pas les provisions, ni les guerriers, ni même l'amour trouvé. C'était le moment où il avait compris que tout donner était le seul moyen de recevoir ce qui comptait vraiment. Que la bonté n'est jamais perdue. Que la compassion revient sous des formes plus précieuses que n'importe quel bien matériel. Ce cheval mourant devint lui-même une légende, comme l'animal qui portait l'espoir à travers un monde divisé, rapprochant 2 mondes qui ne connaissaient que le conflit. Thomas Brennan devint l'homme qui apprit que parfois, la meilleure façon de se sauver soi-même est de sauver quelqu'un d'autre en premier. Si cette histoire vous a touché, si elle vous rappelle que la bonté n'est jamais perdue et que la compassion peut rapprocher même les plus grands fossés, merci de liker cette vidéo et de vous abonner pour d'autres histoires de courage, de sacrifice et de bonté inattendue. Partagez-la avec quelqu'un qui doit savoir que sa gentillesse compte et se propage de manière qu'on ne peut toujours voir. Merci de faire partie de ce voyage. Les années passèrent, et le ranch de Thomas et Running Fawn devint un symbole d'harmonie entre les Apaches et les colons. Les enfants grandissaient, curieux du monde autour d'eux, apprenant à chevaucher autant que marcher dans les champs, écoutant les histoires des anciens guerriers autant que celles des voisins. Un matin, alors que le soleil se levait sur les plaines dorées, un messager arriva, portant une lettre scellée avec un symbole que Thomas reconnut immédiatement. C'était Thunder Bear. Avec un mélange d'appréhension et de respect, Thomas brisa le sceau et lut les mots soigneusement tracés.
Le chef Apache l'invitait à un conseil réunissant plusieurs tribus pour parler d'un problème qui menaçait la paix de la région. Sans hésiter, Thomas accepta. Il savait que sa relation avec Running Phone et les Apaches avait créé un lien rare, mais que cette amitié venait maintenant avec une responsabilité. Lorsqu'ils arrivèrent au campement, ils furent accueillis par des centaines de visages graves mais curieux. Les chefs parlaient de bandes de colons venus pour exploiter la terre, sans respecter ni la nature ni les anciennes coutumes. La tension était palpable et Thomas sentit le poids du rôle qu'il allait jouer. Mais Running Phone, forte et sûre d'elle, s'avança aux côtés de son père adoptif. Elle parla avec éloquence, racontant comment la compassion et le respect mutuel pouvaient unir deux mondes apparemment opposés. Peu à peu, les murmures se transformèrent en acquiescements et une discussion sincère s'ouvrit entre tribus et colons. Ce fut le début d'une nouvelle ère pour la région. Les guerres de territoire commencèrent à s'estomper, remplacées par des échanges, des marchés communs et des célébrations où la musique et les récits des deux cultures se mêlaient. Thomas et Running Phone devinrent non seulement des figures légendaires, mais aussi des médiateurs respectés, montrant que le courage ne réside pas uniquement dans le combat, mais aussi dans la capacité à comprendre et à unir. Une nuit, assis près du feu, Thomas regarda Running Phone parler avec leurs enfants, et il sut que tout ce qu'il avait donné, son dernier cheval, sa gentillesse, son cœur avait porté des fruits bien au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer. Il avait appris que sauver quelqu'un pouvait, en retour, sauver toute une communauté. Et dans le silence des étoiles, il comprit que la véritable légende ne résidait pas dans les batailles ou les possessions, mais dans les vies transformées par la bonté. Les enfants de Thomas et Running Phone grandissaient entre deux mondes. Leur fils aîné, Kael, héritait de la force et de la détermination de sa mère, tandis que leur fille, Luma, semblait porter en elle la sagesse de tous les anciens guerriers qu'elle avait rencontrés. Ensemble, ils parcouraient les plaines, apprenant à connaître les secrets de la terre, à lire les signes du vent et de l'eau, et à respecter les animaux qui partageaient leur monde. Ce fut le début d'une nouvelle ère pour la région. Les guerres de territoire commencèrent à s'estomper, remplacées par des échanges, des marchés communs et des célébrations où la musique et les récits des deux cultures se mêlaient. Thomas et Running Phone devinrent non seulement des figures légendaires, mais aussi des médiateurs respectés, montrant que le courage ne réside pas uniquement dans le combat, mais aussi dans la capacité à comprendre et à unir. Une nuit, assis près du feu, Thomas regarda Running Phone parler avec leurs enfants, et il sut que tout ce qu'il avait donné, son dernier cheval, sa gentillesse, son cœur avait porté des fruits bien au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer. Il avait appris que sauver quelqu'un pouvait, en retour, sauver toute une communauté. Et dans le silence des étoiles, il comprit que la véritable légende ne résidait pas dans les batailles ou les possessions, mais dans les vies transformées par la bonté. Les enfants de Thomas et Running Phone grandissaient entre deux mondes. Leur fils aîné, Kael, héritait de la force et de la détermination de sa mère, tandis que leur fille, Luma, semblait porter en elle la sagesse de tous les anciens guerriers qu'elle avait rencontrés. Ensemble, ils parcouraient les plaines, apprenant à connaître les secrets de la terre, à lire les signes du vent et de l'eau, et à respecter les animaux qui partageaient leur monde. Un été, alors que la sécheresse menaçait à nouveau les pâturages, un messager apporta des nouvelles alarmantes. Les colons étrangers avaient commencé à détourner les cours d'eau pour irriguer leurs terres, mettant en péril le bétail et les cultures du ranch. Thomas, maintenant âgé mais toujours alerte, réunit la famille et les anciens guerriers. Kael et Luma écoutèrent attentivement, comprenant que cette fois-ci, il ne s'agissait pas seulement de survie personnelle, mais de protéger l'équilibre de toute la communauté. Running Phone proposa une idée audacieuse. Plutôt que de recourir à la force, ils allaient utiliser le dialogue et la stratégie. Kael se rendit au camp des colons avec quelques jeunes guerriers, portant des provisions et parlant de l'importance de respecter l'eau et la terre. Luma, quant à elle, travailla avec les anciens pour dessiner des cartes et créer un système permettant à chacun de bénéficier équitablement des ressources. Au fil des semaines, un fragile équilibre se dessina. Les colons, impressionnés par la patience et la détermination des jeunes, commencèrent à écouter. Ils comprirent que le respect mutuel était plus durable que la confrontation. Bientôt, les plaines devinrent un exemple pour la région, un lieu où Apaches et colons travaillaient ensemble pour protéger la terre et où les enfants de Thomas et Running Phone jouaient librement, témoins d'une paix longtemps rêvée. Un soir, autour du feu de camp, Thomas observa ses enfants. Il se souvint de ce premier acte de bonté qui avait changé sa vie, offrir son dernier cheval sans rien attendre en retour. Il comprit alors que ce geste, qui semblait si simple à l'époque, avait créé un héritage vivant, un cercle de compassion qui continuait de grandir et de protéger ceux qui vivaient autour de lui. Et dans
le murmure du vent sur les plaines, il entendit presque la voix de Thunder Bear, lui rappelant que la véritable force réside dans le cœur et que chaque acte de bonté peut traverser les générations, changeant le monde de manière silencieuse mais irréversible. Les années passèrent et Kael et Luma devinrent de jeunes adultes respectés dans toute la région. Kael, fort et réfléchi, prenait soin des terres et du bétail, mais son esprit était tourné vers l'horizon, toujours attentif aux menaces qui pouvaient surgir. Luma, quant à elle, était devenue une diplomate naturelle, capable de convaincre et d'apaiser même les tensions les plus profondes entre colons et Apaches. Un matin, des éclaireurs arrivèrent en Hato Ranch, une nouvelle compagnie étrangère, attirée par les terres fertiles et les ressources naturelles, s'était installée à quelques kilomètres. Ils ne respectaient ni les traditions ni la nature, et les anciens craignaient que la paix fragile bâtie par leurs parents soit menacée. Kael sentit une colère silencieuse monter en lui, mais Luma posa une main sur son épaule et dit « La force brute ne résoudra rien. Nous devons leur montrer un autre chemin, comme maman et papa nous l'ont appris. » Les deux frères et sœurs se rendirent au camp de la compagnie. Luma parla en premier, expliquant les lois de la terre et l'importance de l'équilibre pour tous. Kael montra les pâturages, les cours d'eau, et comment chaque action avait un impact sur les générations futures. Au début, les étrangers se moquèrent de leur approche, mais peu à peu, face à leur détermination et à la clarté de leurs arguments, certains commencèrent à écouter. Cependant, tous n'étaient pas prêts à changer. Une nuit, un incendie éclata dans une partie du ranch, menaçant de détruire plusieurs bâtiments et le bétail. Kael, Luma et les guerriers se précipitèrent pour éteindre les flammes, travaillant sans relâche jusqu'à l'aube. L'incendie n'avait pas été un accident, certains colons voulaient les intimider. Mais leur courage et leur solidarité impressionnèrent même ceux qui avaient douté de leurs intentions. Dans les jours qui suivirent, Kael et Luma organisèrent une réunion où colons et Apaches discutèrent de règles communes pour protéger la terre et les ressources. Ce fut un processus long et difficile, mais grâce à leur détermination et à la sagesse héritée de Thomas et Running Fawn, un accord fut trouvé. Les plaines, une fois encore, devinrent un lieu où respect et coopération régnaient. Un soir, autour du feu, Kael murmura à sa sœur « Papa et maman avaient raison. Tout commence par un acte de bonté. » Luma sourit, regardant les enfants jouer entre les tipis et les cabanes, mêlant tradition et curiosité moderne. Elle comprit alors que leur héritage ne se mesurait pas seulement en terre ou en bétail, mais dans les vies transformées par la compassion et le respect mutuel. Et dans le ciel étoilé, il semblait presque que la silhouette du cheval légendaire, celui qui avait porté Running Fawn, veillait encore sur eux, symbole éternel de courage, de bonté et de liens indestructibles entre deux mondes.